À l'époque où Hergé rédige Les Cigares du Pharaon, la fascination pour l'Égypte antique bat son plein. En fait, cette époque est carrément celle durant laquelle se déroulent les films d'aventure en Égypte, c'est-à-dire à peine quelques années après la majorité des décès attribués à la malédiction de Toutankhamon. L'Égypte antique est également reconnue pour son panthéon de divinités très élaboré, et c'est dans cette voie que s'engage le mythe de Tintin à partir de cet album mettant en scène des personnages qui réapparaîtront au fil de ses aventures pour peupler son univers. Vous êtes bien le dénommé Tintin? Mais voyons, Princesse. que se passe-t-il, mes amis? Au nom de la loi, je vous arrête! Les Cigares du Pharaon est un album de transition à plusieurs égards, entre autres parce que l'abbé Wally n'exerce plus autant d'emprise sur Hergé. L'intrigue y est définitivement plus complexe que dans les albums précédents, mais se termine sans que Tintin ne réussisse totalement la mission qu'il s'était donnée, ni même qu'il atteigne son objectif, à savoir Shanghai. Elle se poursuivra dans le Lotus Bleu, album par lequel Hergé commencera véritablement à combattre les préjugés qu'on lui a enseignés et qui règnent encore dans la société de son époque. D'ailleurs, l'Égypte n'inspire pas grand-chose de plus aux dessinateurs que des malédictions et des tombeaux piégés. Et il s'empresse de déplacer cette aventure en Arabie, où Tintin n'y trouve qu'un condensé de stéréotypes là aussi. Anyone want to cut out a man's tongue? Perhaps the previous owner had nothing pleasant to say. Enfin, de la même manière qu'Indiana Jones s'écrasait en Inde alors qu'il partait de Shanghai dans The Temple of Doom, Tintin s'écrase en Inde alors qu'il fait route vers Shanghai. La côte indienne! Fuel. 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 Oh non! Tout comme l'Égypte, l'Inde est un pays habitué d'accueillir les récits d'aventure. On doit sa popularité au sein de ce genre à Rudyard Kipling, l'auteur du poème Le Fardeau de l'homme blanc nous en ayant offert bien sûr une vision bien colonialiste à travers des œuvres comme The Jungle Book ou Gunga Din. Et l'adaptation cinématographique de ce poème peut justement être vue comme l'antépisode de Temple of Doom. Yes, of course. Thuggy was an obscenity that worshipped Kali with human sacrifices. The British Army nicely did away with them. Tout comme The Temple of Doom a pour antagoniste une société secrète faisant parfois usage d'une sorte de poison qui rend fou, les Cigares du Pharaon présentent pour une troisième fois de suite après les Agnotas du Congo et les gangsters de Chicago, une société secrète qui fait également usage d'un poison qui rend fou. Je vais vous révéler quelque chose, jeune homme, mais ne le répétez à personne. Voilà, je suis le pharaon Ramsès II et je suis ici incognito. Alors qu'on reproche souvent à des films comme The Temple of Doom de présenter les habitants des pays que le héros traverse comme des agents du mal, et il est en effet facile pour un récit d'aventure de tomber dans ce piège lorsque le héros est blanc et que ses adversaires ne le sont pas, certaines solutions s'offrent aux scénaristes de récits d'aventure qui veulent quand même plonger des héros occidentaux dans un cadre exotique. I knew the Germans would hire you, Salah. You're the best digger in Egypt. Dans leur adaptation de Jungle Book, Stephen Sommers et ses co-scénaristes ont eu l'excellente idée de renverser le colonialisme qu'on trouve dans les œuvres de Kipling en faisant de celui-ci le véritable ennemi de Mowgli à la place de Shere Khan et de Kaa. Dans ses films suivants, The Mummy et The Mummy Returns, Sommers intègre d'abord un, puis plusieurs personnages égyptiens dans le clan des héros. De son côté, Tintin ne se lie pas toujours d'amitié avec des gens issus de la culture du pays qu'il visite, mais la société secrète qui rappelle les francs-maçons par ses méthodes et le Ku Klux Klan par ses habillements compte parmi leurs membres et ont pour chef des bourgeois européens qui se servent de l'héritage du passé pour masquer leurs opérations clandestines et, comme des méchants de Scooby-Doo, maintenir les curieux à l'écart. This is it. This is what? If I take one more step, it'll be the farthest away from home I've ever been. C'est justement ce que le héros rencontre à cette étape de son parcours initiatique, des gardiens du seuil qui tentent de le maintenir à l'écart, de l'empêcher de quitter son monde ordinaire pour partir à l'aventure. Harvest is when I need you the most. It's only one season more. This year we'll make enough on the harvest that I'll be able to hire some more hands and then you can go to the academy next year. Il existe deux types de gardiens. Ceux qui sont là pour nous protéger, ou à tout de moins qui ne sont pas trop dangereux, et ceux qui le sont. Les gardiens du seuil dans le parcours initiatique de Tintin, ce sont ceux qui veulent le retenir dans l'univers familial. Et c'est pourquoi les gardiens qu'il rencontre prennent la forme de figures paternelles, l'une protectrice et l'autre punitive. Venture too far, it seems to say, and danger will descend on you from above. This type of books often contain little puzzles. Alors que le monde de Tintin est en train de se complexifier, Tintin perd peu à peu son emprise sur celui-ci, car Hergé commence à se rendre compte qu'il peut construire une aventure sur autre chose qu'un simple repère géographique. En effet, cet album s'intitulait initialement Tintin en Orient
ce qui démontre qu'Hergé ne considérait d'abord les aventures de Tintin que comme une succession de voyages vers des contrées éloignées, en l'occurrence vers 4 points cardinaux différents, l'Union soviétique au nord, le Congo au sud, l'Amérique à l'ouest et l'Inde et la Chine à l'est. Ce que Benoît Peters voit comme un rêve naïf de prise de possession du monde. Capitaine, je veux débarquer au plus tôt. Il faut que je retourne en Égypte. Or, dès le début de cette nouvelle aventure, Tintin perd le contrôle de son voyage lorsqu'il fait la rencontre de Philémon Cyclone, promis d'une série d'ébauches du professeur Tournesol, chez qui on peut aussi trouver une ressemblance avec le capitaine Haddock. En effet, Hergé tente inconsciemment de donner à Tintin un parent, comme Tournesol et Haddock le seront plus tard. Tel Haddock, Philémon perd parfois la raison et tente de tuer Tintin, et tel Tournesol, il éprouve parfois de la difficulté à entendre. Dans le passage où Tintin et Philémon sont jetés à la mer dans des cercueils, ceux-ci ont une étrange conversation à laquelle Renaud Nattier cherche un sens. Léon! Oui, Alice, oui, ma chérie. Pourquoi vous m'appelez Alice? La première phrase peut s'interpréter comme « toi père » ou « ton père », et la réponse de Tintin peut être interprétée comme la réponse du fils à son père, « Here, son », autrement dit « ton fils est ici ». Je sais, ça peut paraître forcé. Mais si on accepte l'idée selon laquelle l'inconscient peut parfois s'exprimer de cette façon chez un auteur, et que le professeur Cyclone représente effectivement une figure paternelle pour Tintin, on découvre quelque chose d'assez troublant lorsque Philémon disparaît. En effet, aussitôt que cette figure paternelle s'absente, Tintin est attaqué par un requin, l'animal associé au vide identitaire et au père absent du reporter. C'est donc dire que Tintin vient d'être débarrassé d'un personnage qui tentait d'imposer sur lui l'univers familial, d'un gardien protecteur qui l'empêchait de mener sa propre aventure en l'entraînant dans la sienne. Tintin continue de s'éloigner de son monde ordinaire, en l'occurrence le bateau qui devait éventuellement le conduire à Shanghai, et poursuit son aventure à travers l'Arabie, où il se heurte à un gardien punitif en la personne de Rastapopoulos. Que se passe-t-il? Pourquoi ne travaillez-vous pas? Alors vous la tournez, cette scène? Cet individu nous a fait gâcher de la pellicule. Monsieur Rastapopoulos? Vous? Oh, je suis vraiment désolé, croyez-moi. Mais ce dernier est rusé. En utilisant son poison qui rend fou pour transformer Philémon en figure paternelle négative, il se présente lui-même en figure paternelle positive et séduit le reporter. Bon, ça n'est pas si grave. Bienvenue, monsieur Tintin. Mais que faites-vous donc ici, seul en plein désert? Oh, c'est une longue histoire, monsieur. Très bien, j'adore ça. J'ai hâte de vous entendre. Non seulement Tintin n'est-il plus le seul maître du déguisement, mais aussi Rastapopoulos maîtrise-t-il comme lui le cinéma, symbole de l'illusion par excellence. Or, quelque chose d'assez particulier se produit dans les cigares du pharaon. Tintin rencontre des gardiens qui, par leur nature double et inséparable, sont à la fois des pères protecteurs et punitifs, puisqu'ils tentent à la fois d'arrêter Tintin et de le ramener à la maison. Very perceptive of you, Seigneur. Les Dupont apparaissent pour la première fois près de Port Saïd, l'endroit même où apparaît l'inspecteur Fix dans le Tour du monde en 80 jours lorsque Fogg et ses compagnons font route vers l'Inde. Mais Jean-Paul Thomasy et Michel Deligne les comparent également aux gardes du corps du professeur Schultz dans 500 millions de la Begum, puisque l'un est décrit comme portant une barbe arrondie et l'autre une barbe taillée en accent circonflexe. Un détail qui n'est pas sans rappeler que les moustaches des Dupont renvoient à la dernière lettre de leur nom respectif. Détective Dupont avec un D. Détective Dupont avec un D. Il peut paraître étrange de considérer les Dupont comme des adversaires redoutables pour Tintin, quand on sait à quel point ils sont maladroits et souvent dans le tort, mais dans les cigares du pharaon, les Dupont, malgré quelques maladresses, sont étonnamment compétents. If at first you don't succeed, Mr. Kidd, try again, Mr. Williams. Ils orchestrent une fausse exécution et un faux enterrement pour sauver Tintin, parviennent constamment à le retrouver, ce qui ne sera plus le cas plus tard dans la série, et se font passer pour la déesse hindoue Shiva pour sauver Milou. En fait, les Dupont semblent même être suffisamment compétents pour se rendre compte que Tintin refuse d'écouter la voix autoritaire du père et se déguise donc en femme pour convaincre le reporter de les suivre. Maintenant, nous pouvons parler. Merci, je vous dois la vie. Vous croyez nous avoir échappé, hein? Mais un ordre est un ordre, Tintin. Mais pourquoi Tintin refuse-t-il autant l'autorité du père? Je vous rappelle que dans l'épisode portant sur Tintin au Congo, nous avons établi que Tintin triomphe des adultes grâce au pouvoir que lui confère son enfance éternelle. Pour être capable de rejeter l'idée qu'il grandit, Tintin doit aussi pouvoir rejeter l'idée d'avoir grandi. Et c'est pourquoi redevenir un bébé est pour lui source de cauchemars. First he will attend Whitehall, then Oxford, and of course, after graduation, he will prepare for a judgeship in the highest court, making time for marriage and family and all of that, just like his father.
En ce sens, il ressemble à Peter Pan, qui lui aussi refuse de grandir et par conséquent de se souvenir qu'il a grandi. No wonder you were crying. I wasn't crying about mothers. I was crying because I can't get the shadow to stick. And I wasn't crying. Notons que lorsqu'on adapte Peter Pan au théâtre, une tradition accidentelle veut que l'acteur qui joue George Darling, figure paternelle protectrice, soit le même qui joue le capitaine Crochet, figure paternelle punitive. Mais cette mécanique est parfois volontairement répétée dans d'autres films pour offrir aux enfants l'expérience cathartique de vaincre leur père punitif sans cesser d'aimer leur père protecteur. Aren't you afraid? I'm terrified. My father told me you should always face what you're afraid of. Good lad. You're finally acting like a man. Si dans Jumanji, Robin Williams jouait un enfant que la jungle a obligé de grandir, c'est au contraire l'univers familial qui l'a forcé à devenir un adulte dans Hook de Steven Spielberg. Me, I don't understand. Why doesn't he fly? He's not Peter Pan. He's Peter Pan, all right, Captain. He's just been away from Neverland so long, his mind's been junkified. He's forgotten everything. Voilà ce qui fait peur à Tintin, que l'univers familial le force à devenir un adulte et qu'il perde ses pouvoirs d'enfant, comme c'est arrivé pour Peter Banning. L'enfance permet à Tintin de rester en contrôle de son univers en inventant ses propres règles. Or, si le pays imaginaire de Peter Pan représente le monde dans lequel les enfants inventent des règles qui les rendent invincibles, le monde des adultes représente le royaume des règles incompréhensibles et des normes de bienséance arbitraires auxquelles on se soumet sans vraiment se demander si elles ont un sens. Remember, you're in England, land of good manners. Uncle Toodles. It's snowing! Autrement dit, le monde des adultes tel qu'il apparaît aux yeux d'un enfant est celui du pays des merveilles dans lequel tombe Alice. Everything is so confusing. It is not. Well, it is to me. J'ai d'ailleurs relevé plusieurs similitudes entre Alice au pays des merveilles et sa suite avec les cigares du pharaon, des entrées vers des mondes souterrains, un homme coiffé d'un chapeau haute forme mais qui a perdu la raison, des hallucinations causées par des opiacés ou qui semblent l'être, et bien sûr, des jumeaux inséparables. Tweedledee and Tweedledum. Comme je le disais au début de cet épisode, dans les cigares du pharaon, Tintin ne remplit pas l'objectif qu'il s'était donné. Espérons que dans le Lotus bleu, il rencontrera quelqu'un capable de lui apprendre à naviguer dans ce monde qui devient pour lui de plus en plus complexe.